Bonjour et bienvenue dans Les Enfants de la République dont vous êtes l'invité, Samuel Sandler, bonjour. Bonjour. Alors je rappelle que vous êtes le père de Jonathan Sandler et le grand-père de ses deux petits garçons, Gabriel et Harry, assassinés par Mera. C'était le 19 mars 2012 à l'École aux Orateurs à Toulouse. Une émission que nous avons souhaité réaliser avec vous, Monsieur Sandler, pour la mémoire et pour l'histoire. Mémoire et histoire de votre famille, de votre fils, de vos petits-enfants. Mémoire et histoire des 7 victimes de Mera, votre fils Jonathan, vos petits-enfants Harry et Gabriel, mais aussi Myriam Monsenego, cette petite fille de 7 ans poursuivie jusque dans la cour de l'école par son assassin, et puis aussi les 3 militaires, Mohamed Legouad, Abel Chenouf et Imad Ibn Zlaten. Mémoire et histoire des Juifs français, Samuel Sandler, mémoire et histoire de notre pays, la France, mémoire et histoire face aux propos révisionnistes et crypto-pétainistes d'Éric Zemmour, vivre et heureux comme en Dieu en France, proclamait un vieux dicton yiddish parmi les Eshkénazes fascinés par ce pays de liberté, le premier à avoir émancipé les Juifs, et pourtant, un siècle plus tard, après Vichy, après la Shoah, ce nouvel antisémitisme nourri par l'islamisme et la haine d'Israël, cet antisémitisme qui a anéanti votre famille, Samuel Sandler, renaît de nos cendres en faisant de nouveau des Juifs français des usurpateurs, des ennemis du peuple, des cibles, sans oublier cet antisémitisme traditionnel dont Zemmour se fait aujourd'hui le porte-voix. Alors comment en est-on arrivé là? Comment éradiquer ce mal, Samuel Sandler, et comment aussi continuer à croire en l'homme et en l'avenir des Juifs en France? Mais pour commencer, Samuel Sandler, comment vivez-vous cette campagne, ces mots, ces déclarations d'Éric Zemmour qui remet en cause la francité de votre fils, la francité de vos petits-enfants, Harry et Gabriel, et la francité de Myriam Monsonego, parce qu'ils ont été enterrés en Israël après avoir été assassinés par un terroriste islamiste. Oui. Alors, d'abord, j'avais une remarque à faire qui est un peu particulière, en ce sens que la première fois que j'ai entendu parler du nouveau livre d'Éric Zemmour, c'était lors de l'émission de Ruquier avec Léa Salamé, c'était un samedi 11 septembre. Figurez-vous que ce jour-là, normalement, mon petit-fils Gabriel aurait dû célébrer sa bar mitzvah. Alors, je suis bien étonné parce que des réflexions d'Éric Zemmour en permanence, à tous les interviews, j'ai une remarque générale à faire quand j'écoute les différents interviews qu'il accorde à des journalistes. Pas une seule fois, il n'a prononcé le nom de Sandler, contrairement à ses interlocuteurs, aux journalistes. Par contre, celui de l'assassin est bien dans sa mémoire, dans sa tête, et il le dit. J'en suis particulièrement touché. Et même ça fait très mal. Jamais n'a prononcé une seule fois le nom de mes enfants. Et qu'est-ce que ça signifie pour vous? Écoutez, d'une certaine manière, moi j'ai l'impression, je reprends une phrase que j'ai déjà prononcée chez vous à propos d'un autre homme politique, mais d'une certaine manière, et on reprend cette phrase est de Jean-Christophe Ruffin, c'est un soutien. C'est un soutien subliminal au terrorisme. De la part de Zemmour. De la part de Zemmour. Et alors, je suis désolé, mais je suis obligé de vous poser des questions parce que c'est important de savoir comment vous, le père et le grand-père de ces martyrs, vous vivez cette séquence qui est importante pour nous, pour la France et pour l'histoire de France peut-être. Quand vous entendez Zemmour tenter de réhabiliter Pétain qui aurait sauvé les Juifs français, remettre en cause le discours du Veldiv de Jacques Chirac, le procès Papon, même le caractère antisémite des accusations contre le capitaine Alfred Dreyfus, et bien entendu ce qu'il dit sur votre fils, vos petits-enfants et Myriam Monsonego, comment vous réagissez à ça? Alors, en fait, déjà pour la guerre, très souvent, j'évoquais auparavant le souvenir de mon cousin Germain, qui s'appelait Jeannot Leub, qui a été arrêté en même temps que sa grand-mère, c'est-à-dire ma grand-mère, Pauline Walter, sa mère, la sœur de ma mère, donc Mina Leub et son mari André Leub, ont été arrêtés donc en 1943 au Havre. Et mon oncle André Leub, contrairement à mes parents, n'est pas allé en zone occupée parce qu'il disait... Moi, je suis un ancien combattant de guerre de 14-18, je suis officier de l'armée française, il ne m'arrivera rien. Et donc, ils ont tous été déportés. Et très souvent, je pensais à mon cousin Jeannot, et je me suis dit, en pensant à lui, parce qu'il y avait un portrait de lui à la maison, et sa déportation hantait mes nuits
d'enfants et d'adolescents, et je me rassurais toujours, je me dis non, c'est fini, la guerre est finie. Plus jamais on ne tuerait des enfants parce qu'ils sont de religion juive, jusqu'au mois de mars 2012. Alors, j'avais une autre remarque à faire, c'est que Jonathan était élève à Haute-Saratora, de la 3e à la terminale. Donc votre fils, hein, Jonathan. Mon fils, oui, Jonathan, était élève, et il aimait Toulouse. Donc, il est resté pour faire des études supérieures à Toulouse, et notamment des études de sciences économiques. Et un jour, le hasard, j'étais ingénieur dans l'aéronautique, le hasard a voulu que j'étais ce jour-là également à Toulouse. Jonathan m'appelle, il connaissait très bien mes horaires, j'étais un peu étonné. Je faisais une conférence à ce moment-là. Me disant, papa, j'ai un problème de Shabbat. Je suis allé voir le professeur, il m'a dit, si vous n'êtes pas content, vous n'avez qu'à partir en Israël. C'est ce que je fais. Vous voyez, alors d'un côté, on ne peut pas, sous prétexte, on veut respecter tout de même sa croyance religieuse. On dit, non, si vous n'êtes pas content, partez en Israël. Et de l'autre côté, quand on décède, encore une fois, ce n'est pas moi qui ai décidé, je l'ai découvert, mais c'est une tradition, lui-même, Zemmour le dit, c'est une tradition juive. Écoutez, remettez-vous à l'instant. Moi, je suis arrivé à Toulouse le jour de l'attentat, environ vers... la navette devait arriver vers 10h30, 11h. Donc, moi, je cherchais mes enfants. Je refusais de croire qu'ils étaient décédés. Mettez-vous, je ne sais pas qui a pris la décision, mais à ce moment-là, quand on demande où ils sont enterrés, on pense, que peut-on faire de meilleur pour les enfants? Et la tradition juive veut que le jour où le Messie viendra, la résurrection des morts commencera à Jérusalem. Donc, le premier instinct s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux pour nos enfants et nos petits-enfants? Et peut-être aussi, comme d'autres, hein, comme par exemple la mère de Ilan Halimi, vous ne vouliez pas peut-être que leur tombe soit... Oui. Que les tombes soient profanées. Soient profanées en France. Mais ça, c'était le premier instant. Je crois qu'on pense d'abord à ces enfants. Ils ne sont plus là. Qu'est-ce qu'on peut faire encore de mieux pour eux? C'est tout à fait normal. Je ne sais pas qui a pris la décision, mais et alors, j'ai toujours... Et quand vous avez vu ce 11 septembre, parce que moi, c'est comme vous, j'ai appris ça en regardant cette émission de Ruquier, ces lignes qui étaient inscrites à l'écran. Quand vous voyez ça, quand vous lisez ça, vous dites quoi? Ce type est fou? C'est un cerveau malade? C'est quoi? Un juif antisémite? Je ne comprends pas parce que... non, je ne sais pas répondre à votre question. Je crois simplement qu'on peut, de temps à autre, ça arrive, hein, l'erreur est humaine, comme on dit de manière générale. Il peut peut-être même discrètement, au moins, il aurait pu avoir la délicatesse de m'appeler, ce qu'il n'a jamais fait. Bon, et je ne comprends pas, c'est-à-dire tous les interviews, il revient toujours là-dessus. Et j'ai aucune... C'est un comble, puisque de toute façon, parfois, on me demande maintenant de démontrer la preuve que je suis bien français. Mais c'est terrible. Terrible, hein. Et je reviens encore pour Jonathan. Jonathan, quand il est resté 10 ans en Israël à Yeshiva, puisque suite à la réflexion de ce professeur toulousain, il était très fier, il avait une carte consulaire, et il était inscrit pour la sécurité sociale aux Français de l'étranger. Le Français à l'étranger, jamais on a bénéficié d'un soutien israélien. C'était pas ses idées. Et alors, parce que vous parliez de votre famille, votre histoire, c'est aussi l'histoire de votre sœur aînée, Léa. Je crois que jusqu'à sa mort, c'était il y a 5 ans. Léa Sandler, Marco Sandler, disait, quand est-ce qu'on nous laissera tranquille? Oui. Alors, elle me l'a souvent raconté. Donc, elle était enfant. Elle est née en Allemagne, donc à Mannheim. Mes parents ont fui l'Allemagne donc, en 1937. Naturellement, ils sont allés en France, puisque toute une partie du côté maternel, on était français. D'abord en Alsace, et puis ma tante est allée s'installer donc, pour des raisons professionnelles de mon oncle au Havre. Et donc, de Mannheim, elle est arrivée au Havre. Et après, ils sont partis en zone non occupée, d'abord à Angers, puis après à Limoges. Alors pourquoi à Limoges, je ne sais pas. Moi, j'étais pas né, je suis arrivé après-guerre. Et elle achetait un journal pour enfants, et elle suivait avec beaucoup d'attention et de passion l'aventure des 3 mousquetaires. Et c'est en achetant ce journal, rue du Clocher à Limoges, en sortant de la papeterie, qu'elle dit « Mais j'entends des choses bizarres à la maison. » Le mot rafle. Le mot arrestation. Donc on était pendant la guerre, hein, on précise les choses. Oui, on était dans les années, pendant la guerre. Et elle me dit, mais
où est-ce qu'il y a sur Terre un pays où on nous laisserait tranquille? Et donc, immédiatement après, lorsqu'elle est venue jeune parisienne et étudiante, naturellement, elle est allée au Bnei Akiba, et le premier jour de sa retraite, elle a fait son aliyah, elle est partie en Et Israël. jusqu'au bout, elle a dit, Donc, voilà. quand est-ce qu'on nous laissera tranquille? Où y a-t-il un pays où on nous laissera tranquille? Et alors, et votre sœur Léa, qui est née en Allemagne, qui a pourtant eu des prix. Oui, Hein? oui, parce que bien que née en Allemagne, hein, on reprend souvent, je reprends comment ma famille s'est très très vite intégrée, hein, contrairement à beaucoup d'autres auxquels je pense, hein, notamment la famille de l'assassin. Arrivé donc à Limoges, ça devait être en 42-43, il y avait un concours national de rédaction française. Donc, premier prix, Léa Sandler. Elle a été appelée par la directrice, félicitée et déclassée. On ne pouvait pas représenter à Pétain une petite juive allemande, premier prix de rédaction française. Et ça, il faut le dire à Zemmour. Et elle, oui, ben c'est dans l'article, Oui. Je lui dirai. Oui. Hein. Et elle en a même marqué jusqu'à la fin de sa vie. À chaque fois, elle me parlait de ça. Ça a extrêmement marqué son Déclassé par Pétain, qui, selon Zemmour, a sauvé les Juifs français. Oui. Enfin, c'est la directrice, parce qu'elle devait être présentée à Pétain, premier prix de rédaction française. Voilà. Et alors, il y a d'ailleurs un lien entre Zemmour et l'histoire de votre famille. Je vais vous dire lequel. Un article du Monde, c'est un article du Monde du 3 octobre dernier, nous a appris qu'en janvier 2020, Éric Zemmour a déjeuné avec Jean-Marie Le Pen, son épouse Jenny et Ursula Peinvin, née von Ribbentrop, c'est-à-dire la fille du ministre des Affaires étrangères d'Hitler, l'un des principaux criminels de guerre nazis, poursuivi au propos de Nuremberg, condamné à mort, puis exécuté. 76 ans après, c'est donc cette Ursula Peinvin, je ne sais pas si je prononce bien son nom, en tout cas vénère Jean-Marie Le Pen, elle dit qu'il faudrait le cloner, elle s'en félicite, et depuis Berlin, elle encourage Éric Zemmour avec ses pensées les plus admiratives et amicales. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que ça vous inspire, surtout? Zemmour qui déjeune avec la fille d'un dignitaire nazi, la fille d'un dignitaire nazi qui, d'ailleurs, n'a jamais renié les idées de son père. Écoutez, dans un certain sens, c'est pour moi incompréhensible, mais ça fait très mal. Ça fait très mal parce que, oui, c'est une atteinte directement à l'histoire. Non, pas seulement de ma famille, mais de l'ensemble des Juifs d'Allemagne certainement, mais de l'ensemble des Juifs des pays occupés par les nazis. Et est-ce que la Pologne en particulier. Ouais. Et alors, à votre place ici, il y a 3 semaines, Philippe Val, l'ancien directeur de Charlie Hebdo, était donc l'invité de cette émission, et il disait, je le cite, qu'en tant que juif, que Zemmour ait ce discours-là souffle sur le charbon de l'antisémitisme, c'est une aubaine, une pépite pour tous les salauds, pour les antisémites et la France. Il a raison, Philippe Val, vous diriez la même chose que lui? Écoutez, oui. Et comment vous le dites, vous? Oui, écoutez, parce que j'avais vu au lendemain de l'attentat, j'ai perdu le nom, vous allez m'aider. Donc au lendemain de l'attentat, c'était, bon, il est connu pour son antisémitisme, c'est pas le comique. Dieudonné, Soral. Soral, j'ai vu donc c'était sur Internet, il dit, ben voilà, il voulait démontrer que Jonathan était israélien. Donc s'il est israélien, tant mieux, tant pis, il est décédé, aucune importance. Donc ça rejoint exactement la même réflexion. Donc vous dites encore une fois, donc ils ne sont pas français, ils seront israéliens. Zemmour rejoint Soral, quoi, quelque part. Oui, absolument. J'avais une autre remarque qui m'a choqué dans les interviews, dans l'interview qu'a accordé Zemmour, notamment à Pascal Praud, lorsque Pascal Praud donc sur CNews, sur CNews, il reprend ce que Zemmour a écrit dans son livre, et Zemmour de dire oui, mais tout ça, ce sont des extraits d'un film qui s'appelle Les Tontons Flingueurs. Alors moi, je fais un peu le rapprochement. Je suis désolé, c'est lui qui l'a fait, Tonton Flingueur. Faites l'apparition entre la fusillade donc de Haute-Saratora. Ben non, c'est rien. C'est comme dans Les Tontons Flingueurs. C'est une blague, c'est une blague. Voilà. Comme c'est une blague quand il pointe des journalistes avec un fusil mitrailleur au salon de militaire cette semaine. Cette comparaison est insupportable avec les tontons flingueurs. C'est un manque total de respect vis-à-vis de mes enfants. Et alors, qu'est-ce que vous inspire le fait justement qu'Éric Zemmour, qui se revendique comme juif, reprenne à son compte des thèses révisionnistes et crypto-pétainistes? Parce qu'il y a aussi cette variable-là qui compte.
Oui. Écoutez, ça rejoint un peu ce que je vous dis tout à l'heure. Moi, je fais toujours le rapport avec ma famille et les souffrances qu'ils ont endurées pendant la guerre, les persécutions. D'ailleurs, ce qui est aussi intéressant, pendant la guerre, mes parents à Limoges, le hasard de la vie, mon père était industriel, et il s'est retrouvé à ouvrir un restaurant, et pour un restaurant économique, naturellement cachère, et j'ai retrouvé des documents dans la préfecture de Limoges. Dieu sait qu'il y a eu des soucis entre la préfecture et la communauté juive, où, d'une certaine manière, le travail de mes parents, l'occupation de ce restaurant était considéré comme d'utilité publique. Voilà, vous voyez bien, c'est glaçant. C'est absolument. Autre question, c'est Ben Sandler, toujours lié à Zemmour. Qu'est-ce que vous inspire aussi le fait que des Juifs, on va les citer, hein, comme Gilles William Goldnadel, même Clément Veil-Rénal, ou Sarah Knafo, conseillère numéro 1, oui. Donc, soutiennent Zemmour, fassent du prosélytisme pour lui, Oui. ou d'autres aussi financent sa campagne. Des Juifs qui se comportent ainsi. Écoutez, je ne comprends pas leur position. Ça me mettrait très mal à l'aise. Ceci dit, moi, je suis pas politicien, donc je ne peux pas réellement vous répondre. Mais sur le fond, je suis un peu choqué, compte tenu surtout des propos qui tient. C'est très choquant. Moi, je suis très, très choqué des propos. Écoutez, plus d'une fois... C'est terrible. Vous avez vu que le président de la République, M. Sarkozy, il a pleuré lorsque on a fait allusion à ce qui s'est passé à Toulouse. Et lui, il dit oui, mais c'est tout simplement du pathos, etc. Donc, pas une seule fois, il a un peu il pense à la souffrance des gens. Je suis désolé, et des décisions qui sont prises. C'est pas rationnel. On n'est pas, quand on prend la décision de l'enterrement, on n'est pas dans un café parisien en train de discuter. Hein. On est sous l'effet. En plus, hein. Oui, en plus, mais on est sous l'effet. Donc la décision a été prise extrêmement. Je ne sais pas qui, mais imaginez peut-être que c'était Eva, j'en ai jamais parlé, mais elle vient de perdre son mari, de perdre 2 enfants. C'est instinctif, la décision. On veut le bonheur de ce qui reste des enfants, et donc on pense, et il y a une pensée profonde qui est surtout une pensée religieuse, hein, une pensée spirituelle avant toute chose, et certainement pas cartésienne, je suis désolé. Et que des Juifs le soutiennent. Ça, je comprends pas. Je comprends pas qu'on puisse soutenir au moins dans ces propos-là, dans son attitude, dans cette attitude. Écoutez, il peut tout de même revenir une fois sur le propos qui. Vous lui demandez ça ? C'est humain. Oui. Excusez-vous. Au moins, qu'il se soit trompé. Oui. Qu'il se soit trompé. C'est insoutenable. Zemmour, qui est aussi au centre de sa campagne, mais donc au centre de cette campagne, la guerre des civilisations, la théorie du grand remplacement, la lutte contre l'immigration, l'interdiction des prénoms musulmans, l'expulsion de 2 millions d'étrangers, ou encore le rétablissement de la peine de mort. C'est le thème de campagne. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui. Vous savez, c'est pas toujours... écoutez, j'entends bien ce que vous dites. Est-il possible aussi d'imposer des prénoms français comme il le souhaite, Éric Zemmour ? Non. Écoutez, dans ma famille, on a tous eu des prénoms. C'était une tradition, hein, des prénoms. Ma mère s'appelait Henriette, hein, mon père Robert, ma sœur. Et en fait, la tradition voulait qu'on adopte des prénoms de la famille, donc antérieure. Mais je reviens tout de même sur la peine de mort, parce que certes, j'ai souvent pensé que se serait-il passé si l'assassin de mes enfants avait été arrêté. Je ne sais pas répondre. Ouais. Je ne sais pas répondre. Qu'est-ce que se serait passé ? Qu'est-ce que vous auriez fait ? C'est ça que vous voulez dire ? Oui, je pense que j'aurais vraiment souhaité la peine de mort pour lui. Mais absolument. C'est une différence entre le souhaiter et puis au fait que l'État décrète la peine de mort. Oui, absolument. C'est pas la même chose. Et puis Zemmour aussi, qui veut abolir les lois mémorielles. Il l'a dit, il redit, et re-redit, notamment les lois Pleven et Guesso, qui visent à lutter contre les injures et actes racistes, antisémites ou xénophobes. Écoutez, les lois mémorielles, c'est très simple. Je crois qu'il n'a jamais lu mon livre, hein, qui s'appelait « Souviens-toi de nos enfants ». J'ai voulu prendre le mot « souviens-toi » parce que dans la Bible, le mot
en hébreu, Zahor, je crois qu'il répétait à peu près 600 fois. Donc c'est carrément le fondement du judaïsme, de se souvenir. Hein. La mémoire, c'est le fondement de la religion. Mmh. Et ça veut dire, souviens-toi aussi, c'est aussi penser à l'autre, oui. Se souvenir qu'on a été esclave au pays des... Oui. Écoutez, dans les prières, c'est assez régulier de toujours se souvenir qu'on était esclave et de se tourner vers, de soutenir aussi. Il y a dans la Bible, parfois, on soutient même l'âne de son ennemi. Mmh. Donc, dire, par exemple, comme il le dit, les musulmans dehors, islam et islamisme, c'est pareil, ça vous va pas, ça? Non, je crois qu'il faut faire très attention. Certes, il y a des mouvements il y a des mouvements islamiques qui sont certains. Là, malheureusement, on a payé, ma famille a payé le prix fort. Par ailleurs, il y a beaucoup de gens qui sont... Écoutez, j'ai une toute petite anecdote sur les religions musulmanes à dire concernant toujours ma famille. Mes parents avaient, après la guerre, donc les années 50-60, mon père dirigeait un restaurant universitaire, une Médicis, qui s'appelait le Foyer Israélite. C'était universitaire. C'est-à-dire le restaurant de la rue Médicis, oui, qui a été l'objet aussi d'un attentat. Par un attentat. Un attentat. Et donc, c'est-à-dire, il faut se rappeler qu'à l'époque, l'éducation nationale subventionnait les étudiants pour qu'ils puissent manger cachère. Et avant la guerre d'Algérie, il y avait aussi un restaurant musulman. Bon, il y a eu un plastique, donc le restaurant était... Et beaucoup d'étudiants qui fréquentaient se sont repliés après l'attentat sur le foyer israélite. Des étudiants musulmans qui mangeaient cachère. Voilà. Pour eux, et je me souviens très bien. Je me souviens très bien d'eux. Et je voyais encore mes parents vraiment les accueillir avec beaucoup de... toute la communauté juive de l'époque accueillait avec, beaucoup d'empathie les étudiants venant de ce restaurant. Et vous, musulman. en dépit de ce qui vous est arrivé, Samuel Sandler, de ce qui est arrivé à votre famille, vous dites, il ne faut pas mettre un signe égal entre islam et islamisme, il ne faut pas dire les musulmans dehors. Moi, j'ai longtemps milité, j'étais président du comité de Versailles. À ce titre-là, j'avais souvent des réunions et on se partageait les événements entre la synagogue et la mosquée de Versailles. C'était assez régulier. Et on a partagé ces activités pendant des années. Et alors, deux, trois autres questions sur Zemmour. Est-ce que c'est un danger? Est-ce qu'il est un danger pour la démocratie? Est-ce qu'il est un danger pour la communauté juive? Moi, j'ai très peur pour la communauté juive. Oui, j'ai très peur. Pourquoi? J'ai très peur par ses positions. Par les positions de Zemmour, vous dites, hein? Absolument, par ses positions. Et pourquoi? Et qu'est-ce qui vous fait peur? Quand vous dites ça veut dire quoi? Vous pensez à quoi? C'est déjà, je vois rien que personnellement, quand je vois sa position par rapport à Toulouse, écoutez, je suis marqué par le fait qu'il ne cite jamais le nom des enfants ni le nom de famille, toujours celui de l'assassin. Ça me met très mal à l'aise et j'ai pas confiance. J'ai très peur de dérives extrémistes parce que je crois qu'un jour il va il peut réveiller il peut réveiller tout simplement pour donner satisfaction à ses idées. Il montrera qu'on peut encore faire plus qu'il ne lit. Voilà. Ça veut dire que pour vous, Zemmour, par sa déclaration, par ce qu'il écrit, parce qu'il y a des déclarations, mais c'est écrit. Donc ça veut dire qu'il a bien réfléchi avant d'écrire. Il peut provoquer d'autres attentats antisémites? C'est ça que vous dites? Non, lui, il ne provoquera pas, certainement pas. Il peut induire, de façon peut-être même involontaire, mais à coup sûr, il peut induire des attentats, ça, j'en suis certain. Écoutez, quand il met au même niveau la famille de l'assassin et la famille des victimes que nous sommes, c'est pas supportable. Donc, ce qui veut dire, les futurs assassins, oui, on aura toujours le soutien. La preuve, c'est qu'il met tout le monde au même niveau. Alors, on ne voit pas pourquoi on ne pourrait pas continuer. Et pourtant, on voit, Zemmour, il peut être qualifié pour le second tour. C'est bizarre quand même. Ça dit qu'est-ce que ça dit de l'état de la France? Écoutez, je suis plutôt inquiet. Je ne suis pas politicien, donc j'ai pas une analyse. Je ne peux pas vous faire une analyse générale. Ce n'était pas. Je ne sais pas répondre. Je suis plutôt inquiet de le voir arriver à ce stade. Je pense qu'il appliquera vraiment ses idées.
Et alors, Et on est très peur. en tout cas, il y a une dynamique Zemmour qui est en train de siphonner le vivier du Rassemblement national, mais aussi de la droite républicaine. Est-ce que vous, Samuel Sandler, vous avez un message à adresser à ces Français qui s'apprêtent à voter Zemmour, de la droite républicaine notamment? Écoutez, oui, je fais tout de même appel au bon sens de manière générale. Je crois qu'il ne faut pas... j'ai entendu, écoutez, il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué, c'est l'interview d'un de vos collègues qui s'appelait Monsieur El Kabbach. Qui était ici, à votre place, la semaine dernière, oui, dans cette émission. Bon. Jean-Pierre El Kabbach. Alors, c'est peut-être à vous qui... Oui, c'est à vous qu'il a répondu, exactement. Et il a dit, il y a quelque chose de commun à tous les présidents de la République, c'était des hommes au grand cœur. Voilà. Et je crois que ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Et alors, donc, le message que vous avez envie d'adresser aux Français, est-ce que vous dites pas une voix pour Zemmour? Est-ce que vous le dites, ça? Comme l'a dit d'ailleurs Khalifa. Oui, écoutez, je crois que je soutiens les propos. Enfin, je ne peux pas soutenir, hein, mais je suis aux côtés de M. Khalifa quand il tient ses propos. Écoutez, et il dit aussi, il dit pas une voix des Juifs de France pour Zemmour. Je suppose que vous dites pareil. Oui, je peux vous dire. Compte tenu de ce qu'on vient de voir ensemble, c'est pas possible de voter pour lui. Écoutez, moi, je peux pas voter pour quelqu'un qui veut pas vraiment qui met au même niveau la famille d'assassin. Écoutez, tout de même, il faut voir un peu cette famille. Il faut voir comment cette mère s'est présentée au tribunal de la République. Hein. Elle était déguisée. Donc le procès du frère Mera, il y a 5 ans. Hein. C'est terrible. Alors, on peut pas mettre les familles au même niveau, mais c'est insoutenable. Parce que les gens, les auditeurs vous écoutent, vous entendent, c'est important que vous puissiez leur adresser un message qu'ils comprennent ce qui est en train de se passer. Donc Zemmour sera sans doute candidat à la présidentielle. Oui. Et donc, vous dites pas une voix pour lui. En tout cas... écoutez, je me range sur des gens parce que je n'aime pas trop me mêler de politique, mais je me range sur... Je crois que les gens sont beaucoup plus informés que moi, comme le président du CRIF, et je crois que c'est lui qui a raison, et je crois qu'il faut l'écouter, ses propos, qui sont des propos... et alors, certainement plus les miens sont trop... Il y a trop de... C'est trop affectif. Je suis trop touché personnellement pour avoir un tout petit peu de recul sur une politique générale. Donc il faut mieux écouter les gens dont c'est presque la profession de faire les analyses, comme vous, comme le président du CRIF, M. Khalifa. Et alors, pour vous, c'est quoi? C'est un épiphénomène ou c'est un phénomène qui va durer, qui peut durer? Et comme je vous le disais, qu'est-ce que ça dit de l'état de la France? Écoutez, épiphénomène, j'en sais trop rien. J'écoute toujours Est-ce que c'est le symptôme d'un pays qui déraille? Écoutez, j'ai pas d'analyse politique, je sais pas, mais simplement si on se souvient des élections, je crois que je sais même plus en quelle année c'était, quand c'était Jean-Marie Le Pen qui est arrivé donc 2002, au deuxième tour en 2002. Bon, c'était la France est très vite rattrapée après, hein. Donc il faut se rappeler ça. Maintenant. Non, je ne crois pas. N'oubliez pas aussi, écoutez, pareil, je crois que c'était autour de vous, si vous vous souvenez, à la même époque, pour les élections, c'était en 2017, je crois, c'était M. Juppé qui avait 33%. Bon, et on a vu 6 mois après, il était même dans les sondages, bien sûr. Plus là. Donc il faut beaucoup se non, mais il y a les sondages, il y a aussi ce qui se dit. Il y a les sondages, il y a les déclarations. Oui, alors je reviens toujours sur ce que M. El Kabbach a dit ici. On fait pas une politique à partir des sondages. Hein. Il a bien dit, c'est pas les sondages qui font les élections. Bien sûr. Et alors, donc l'extrême droite est à Zemmour, Dupont-Aignan, Marine Le Pen, à peu près 32% des sondages. La gauche plafonne à 25%. La droite républicaine, 15%. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là? Non, je ne sais pas. Écoutez, c'est une question qui est vraiment de politique générale. Je me sens vraiment pas très habilité à vous répondre. J'ai pas d'analyse. Je suis pas assez. J'ai pas eu de recul suffisamment pour faire une analyse. Je suis très marqué par ce qui s'est passé à Toulouse. Je suis peut-être trop focalisé dessus. Et donc, en plus, c'est pas mon métier, le journalisme. Je suis tout de même ingénieur dans l'aéronautique essentiellement. Donc, j'ai pas de recul pour faire une réponse. Et en tout cas, je sais
sais que on vous a entendu réagir fortement. C'était en juin dernier, quand Jean-Luc Mélenchon avait dit, je le cite, vous verrez que dans la dernière semaine, puisque vous parlez de Toulouse, vous verrez que dans la dernière semaine de la campagne présidentielle, nous aurons un grave incident ou un meurtre. Ça a été Meyrat en 2012. Meyrat en 2012, grave incident. Ça a été l'attentat la dernière semaine avant les élections sur les Champs-Élysées, tatati tatata. Vous dites quoi? Zemmour, Mélenchon, c'est pareil. Le Pen, tout ça, c'est pareil. C'est pareil. Oui. Ouais, vous voyez bien ce qu'il est. Écoutez, c'est encore une fois, faut faire très attention. Je regrette beaucoup qu'en son temps, on n'ait pas tenu compte du rapport qu'avait fait Jean-Christophe Rufin sur l'antisémitisme. Lorsque ce rapport a été publié à la demande du ministre de l'Intérieur de l'époque, il avait tout prévu, y compris les attentats. Et on ne l'a pas écouté. Je redis encore ce qu'il dit. Tous ces gens sont en train de soutenir de manière subliminale les terroristes. Et tous ces gens, vous parlez de qui? Tous ces gens que vous venez de citer. Aussi bien Zemmour que Mélenchon. Pareil. Donc Zemmour, Mélenchon, même combat. C'est pareil. Oui. Et alors, au-delà de la France, on vit en France, mais on est aussi en Europe, on est dans le monde. La question des valeurs est... Vous y êtes attaché, puisque c'est aussi le parcours de votre famille, Samuel Sander. La question des valeurs revient en force en Europe. Est-ce qu'il y a un lien à faire entre ce qui se passe en France, Zemmour, et puis Orban? Les valeurs défendues par Orban, les populismes on voit les populismes s'étendre partout en Europe, et y compris, on l'a vu aux États-Unis, ainsi de suite. Oui, ben écoutez, c'est curieux votre question, parce que je crois que c'est au lendemain malheureusement des attentats de Toulouse. J'avais pris la parole, je crois que c'était à l'occasion soit du mois après le deuil, soit à la cérémonie des déportés, qui est toujours le dernier dimanche d'avril. Et j'avais dit, j'espère qu'on n'est pas dans les années 1929 et 30. Et déjà à l'époque, au lendemain aujourd'hui, j'espère également qu'on n'est pas dans ces années 29-30. Et justement, c'est ce que j'allais vous demander, vous voyez, vous répondez avant la question. Il y a un parallèle à faire entre la France, l'Europe d'aujourd'hui et les années 30 ? J'espère qu'on tirera les leçons de l'époque. Oui, mais est-ce qu'on les a tirées suffisamment ? Écoutez, j'ai encore confiance à la démocratie, j'espère que oui. Et alors, je voudrais qu'on parle de votre fils et de vos petits-enfants. D'abord, quel sentiment vous éprouvez 9 ans après Toulouse, en pensant à eux ? Alors, c'est un peu délicat parce que on n'est pas préparé à ça. Et au fond de moi-même, c'est ce que je ressens. Je suis tout de même... je sais très bien qu'ils sont... J'ai toujours été dans le déni. C'est-à-dire, j'ai toujours l'espoir peut-être de les revoir un jour. C'est comme ça me permet de vivre, etc. Je sais très bien qu'ils sont enterrés. Donc, malheureusement... ils sont enterrés à Jérusalem, mais voilà, j'ai toujours cet espoir. Donc j'ai du mal à toujours, quand pour moi, je les attends, je passais les fêtes avec eux, etc. Je pense toujours à eux, c'est toujours une pensée un peu positive. Et bon, c'est grâce à ce déni que j'ai de ces événements qui m'aident, en fait. Et alors, vous avez parlé tout à l'heure du procès du frère Meyrat. C'était il y a 4 ans maintenant, 2017. Donc il y a ce procès du frère Meyrat. Aujourd'hui, la campagne de Zemmour et les propos sur votre fils Jonathan, vos petits-enfants, Harry, Gabriel et Myriam Monsonego. Est-ce qu'il y a un parallèle à faire entre ces deux séquences, le procès et ce qui se passe aujourd'hui avec Zemmour ? Comment est-ce que ça provoque le même choc chez vous ? C'est différent parce que le procès, d'une certaine manière, dès le lendemain de l'attentat, je me souviens de certaines interviews, on m'avait déjà demandé si j'allais être partie civile. Donc j'étais très préparé à ce qu'il y ait un jour le procès. Par contre, les propos d'Éric Zemmour, là, qui tombe tout d'un coup le 11 septembre, je m'y attendais pas. Donc du tout. Vous nous rappelez, je rappelle pour nos auditeurs, ça aurait dû être la bar mitzvah de Gabriel ce jour-là. Ce jour-là, de mon petit-fils. Voilà. Et donc ça, on s'y attend pas. Et puis surtout, écoutez,
qui reconnaissent, qui réclament humblement, bon, j'ai peut-être un peu exagéré, etc. Mais rien. Et il maintient ses positions, quelle que soit la personne en face. Hein, et les journalistes, j'ai eu écouter des journalistes qui sont tout à fait remarquables. Hein, et vraiment, je leur sais gré parce que je pense qu'ils répondent, qu'ils savent mieux répondre que moi en la matière. Si vous l'aviez en face de moi, vous lui diriez quoi? J'aurais aimé exactement écouter qu'il revienne un peu sur ses propos, qu'il s'est trompé, parce que et puis je n'ai surtout pas une leçon de patriotisme français à recevoir de lui. Je suis désolé. Peut-être plus, voilà. Peut-être plus français que lui, ça veut dire, plus patriote que lui. Peut-être. Hein, avec des valeurs républicaines. Certainement. Hein, je me pense que je suis plus français que lui, absolument. Avec ma famille aussi. Plus républicain. Et toute la famille, oui. Hein, oui. C'est ça, être français, c'est de partager des valeurs. Absolument. Les valeurs de la République. Et vous dites, c'est peut-être pas Zemmour, ça? Non, c'est pas. Je pense que j'ai pas de leçon de ce côté-là à recevoir de lui. Et qu'est-ce qui vous aide, Samuel Sandler, à supporter cette douleur depuis 2012? C'est difficile à répondre. Je ne sais pas ce qui m'aide. Parce que quand il y avait je vous ai en face de moi, je me dis. Samuel Sandler est un homme extraordinaire. Il a souffert. Il n'a pas une haine. Alors, en lui. En fait, il y a deux périodes. Il y a la période immédiatement, à la fin, quand je revenais de Jérusalem des 7 jours de deuil, la première chose que je voulais faire, c'est reprendre mon travail très très vite, un peu parce que là aussi, bien que je pense que lui a fréquenté hélas la même école que moi, l'école Yabné, et je me souviens qu'à l'époque on avait en littérature la guerre des Michards, et notamment il y avait tout dans la guerre du 17e, on parlait beaucoup de Pascal et du divertissement, le divertissement suivant le sens pascalien du terme, c'est-à-dire qui vous empêche de penser, de réfléchir. Eh bien c'est pour ça que j'ai fui dans le travail, parce que c'était pour moi un divertissement dans le sens pascalien du terme. Voilà, j'étais très, très angoissé à l'approche de la retraite. Ben écoutez, à l'approche de la retraite, bon, on m'a tout de même gardé dans un certain nombre de conseils d'administration aéronautique, ce qui m'occupe. Je fais aussi des associations de victimes du terrorisme. Et je rencontre je vais dans des lycées. C'était une demande la première personne qui m'avait demandé de le faire, c'était Valérie Pécresse. Et j'ai fait certains lycées. Pas tous les lycées, autant de lycées que je souhaitais. Parce que, je vais vous dire, je crois qu'il y a aussi des lycées... Vous m'avez dit qu'ils n'ont pas voulu vous recevoir. Oui, enfin, on a trouvé certains prétextes, que des problèmes d'emploi du temps, etc., pour pas voir. Donc, il y a aussi les lycées perdus de la République. Les lycées perdus de la République et les territoires perdus de la République. Et souvent, c'est dans les mêmes endroits. Oui. Hein, souvent, c'est dans ces endroits-là. Écoutez, j'ai une anecdote qui m'a fait très mal. C'est un professeur de Toulouse. Moi, j'ai été enregistré une émission à Nice. Après, il y avait un congrès sur les attentats et on m'a longtemps interviewé. Et ce professeur est allé les présenter dans des lycées du nord de Marseille. Et les élèves ont demandé, mais de quel attentat il parle? Est-ce que c'est de l'attentat de Nice? Le professeur de répondre, non, c'est Toulouse. C'est fini. Plus aucun élève, ça n'intéressait plus personne. Et cet homme a pleuré quand il m'a raconté ça. Et quel souvenir, Samuel Sandler, vous voulez qu'on garde de votre fils et de vos petits-enfants? D'abord, je reviens un petit mot de Gabriel, parce que Gabriel a été assassiné à 3 ans. Oui, Gabriel, mon petit-fils, à 3 ans, à la tétine à la bouche. Et l'avocat général, lors du procès en appel, il a dit qu'il a vécu 1270 jours. Alors, si vous faites le compte quand on est petit enfant et que, en plus, pendant un certain temps, ils habitaient Jérusalem, je ne veux pas dire que je pourrais compter sur le doigt d'une main, mais un tout petit peu plus les jours où j'ai eu la chance de l'avoir sur mes genoux. Donc, je pense souvent à ça. Si peu de jours, mais il était... Bon, l'image que j'ai de lui, c'est le jour où on a fait à 3 ans la coupe de cheveux. On pouvait lui couper tout ce que vous... faire ce qu'on veut avec ses cheveux, du moment qu'il avait ses bonbons. Il était heureux de ses bonbons. C'est l'image qui me marque. Arié qui a été tué à l'âge de 5 ans, ce qui m'a marqué également, figurez-vous qu'un mois avant l'attentat, ses parents nous l'avaient confié. On était passé un petit séjour à Jérusalem et on faisait l'admiration des autres grands-parents, parce qu'on avait un petit-fils qui était tout gentil et très près, et qui, tous les soirs, priait, demandait au bon Dieu d'aider et de préserver
tous les gens qu'il aimait. Mhm. Et enfin, Jonathan, Jonathan c'était notre fils. Bon, Jonathan a beaucoup écrit, il a fait beaucoup de commentaires avec beaucoup de générosité, beaucoup de générosité vers autrui avant toute chose. C'est ce que je retiens de lui. Surtout, oui, Mhm. l'aide d'autrui. Et parce que, pourquoi je vous posais ces questions, je vous demandais de parler de votre fils et de vos Oui. petits-enfants, c'est parce que, comme vous le dites, on parle très peu d'eux, on parle beaucoup de Oui. l'assassin. Alors, écoutez, je suis d'autant touché que vous me faites parler de Jonathan, que c'est vraiment je vous dis du fond du cœur, il y a eu beaucoup d'hommages à Samuel Paty, mais ce n'était pas le premier enseignant Voilà. assassiné. Et on oublie beaucoup Jonathan. On l'a oublié le jour où il a été, Oui. où cet enseignant a été assassiné. On a oublié que Jonathan était aussi un enseignant. Que Jonathan était aussi un enseignant et qu'on avait tué des enfants dans une école. Oui. Donc je vous remercie qu'on puisse le rappeler. Et donc, et malgré tout cela, 9 ans après, vous arrivez à vivre, à survivre et à aimer les autres. Bah, écoutez, quand je dis survivre, oui, parce que je fais tout pour qu'on n'oublie pas. Je suis très sensible là-dessus. Et encore une fois, le titre du livre, Un souvenir des enfants, je crois que ce n'est pas une bataille, mais les seules forces qui me restent, je voulais, c'est qu'on se souvienne toujours de Jonathan, Henri Gabriel, la petite Myriam et des soldats qui ont été tués. Et alors, vous êtes un homme croyant, Samuel Sandler. Est-ce que cette tragédie a ébranlé votre foi ? Elle m'a fait beaucoup. Alors, c'est poser beaucoup de questions. D'un côté, elle m'a beaucoup aidé. Mmh. Elle m'a beaucoup aidé parce que j'ai toujours cru, c'est pour là que je souhaitais que mes enfants reçoivent un enseignement religieux. Je crois que la vie de toute personne, la vie est très difficile de manière générale. Et je crois que les religions ont le mérite de nous mettre un peu sur des rails, c'est-à-dire de mieux pouvoir encaisser les coups de la vie. De manière générale, je pense de manière pour les religions. Nous, on est des religions juives, donc c'est tout à fait normal qu'on pratique la religion juive. Mais c'est ma vision générale des religions. Je crois que ça peut aider dans la vie. Et puis, permettez-moi de vous raconter une petite histoire. Je suis très près de Konrad Paru. On est camarades d'enfants de Michel Guggenheim. Il m'a fait rencontrer un Admour, l'Admour de Koinov un jour. Donc je suis allé le voir. Alors c'est vraiment le chapeau de fourrure, les papillotes, etc. Et il s'adresse à mon épouse et à moi-même. Ils ont écouté, vos enfants sont heureux auprès du beau Dieu. À ce moment-là, ma femme se tourne vers lui. Écoutez, j'aurais bien aimé, certes, vous avez raison quand vous dites ça, et j'aurais bien aimé les prendre dans mes bras et les embrasser. À ce moment-là, il a pris ses mains, il a cassé ses yeux, il a pleuré. Je peux vous dire que c'était le meilleur message adressé à ma femme. Merci. Merci Samuel Sandler d'avoir répondu à notre invitation, d'avoir accepté 9 ans après de nous parler. Et je m'excuse, je suis ému. Merci. Après vos paroles, de témoigner pour Jonathan, votre fils Harry et Gabriel, vos petits-enfants, pour Myriam Monsonego, assassinée le 19 mars 2012 à l'école aux Arts à Torah de Toulouse parce qu'ils étaient juifs. Merci Samuel Sandler. Bonne fin de journée sur Radio J et à dimanche prochain. Merci. C'est off là.